Pape Cheikh et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons un syndicaliste de la santé, Mballo Dia Thiam, c'est le secrétaire général du SUTSAS. Bonsoir Mballo Dia Thiam. Bonsoir Antoine. Le secteur de la santé est en ébullition depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'il explique? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TFM. Le secteur de la santé est en ébullition parce que simplement nous sommes en train, disons, de dérouler un plan d'action. Ce plan d'action est dû simplement à un défaut d'application des accords que le gouvernement avait signés le 17 février 2014, des accords que le gouvernement avait qualifiés de réalistes et de réalisables. Ça fait un an maintenant, sinon même plus d'un an. Plus d'un an. Avec combien de points de revendication? Il y avait 57 points de revendication, mais l'État avait préféré ne pas discuter des points à incidence financière parce qu'il aura proposé, disons, un système de rémunération plus attractif et plus équitable à l'issue d'une étude qu'il comptait mener. Alors, nous avons discuté sur les autres points. On a eu des accords. Il y a eu des points qui ont été, disons, plus ou moins matérialisés. Il reste maintenant des points qui vraiment nous tiennent à cœur. Combien de points qui restent? Il reste une trentaine de points qui restent, mais nous avons choisi de dérouler un plan d'action sur une plateforme minimale. Oui, vous serez en grève générale le 28 avril prochain. Bien et sûr. Les choses traînent dans l'application. Qu'est-ce qui explique cela à votre avis? Voilà, donc le plan d'action a pour objectif d'amener le gouvernement à respecter ses engagements. C'est des revendications, disons, de restitution parce que c'est des accords et un accord, on le matérialise ou on l'applique. Alors, nous avons, disons, déposé un préavis de grève, c'était le 23 février 2015 parce que c'est ce que la loi dit, après avoir évalué, disons, après un an d'attente. Donc nous avons évalué et le bureau exécutif national a, disons, jugé nécessaire de déposer un préavis de grève. Ça a été fait. Alors la loi demande à ce qu'on attende 30 jours francs avant de commencer, disons, les hostilités. Mais nous n'avons pas commencé par la grève. Vous vous êtes rendu compte de cela. Nous avons commencé par un sitting, c'était le jeudi 16 février, de 10h à 13h, pour dire à l'autorité, c'est le moment, disons, d'appliquer les accords. Oui, vous dites application, application. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement peut appliquer ce que vous demandez aujourd'hui? Absolument. Le gouvernement est sûr d'appliquer. Le gouvernement peut appliquer. Parce que, ne serait-ce que cette plateforme minimale, je pense que l'organisation d'élections, de représentativité des syndicats du secteur de la santé, je pense qu'un an durant, donc on pouvait bien organiser cela. Ça ne nécessite pas grand-chose, on pense très bien. Alors, donc cet accord, il est applicable et il est matérialiste, il est matérialisable. Parce que, rendez-vous compte, ils avaient dit qu'ils ne signeraient que des accords réalistes et réalisables parce que c'est un gouvernement de rupture qui ne tourne pas le dos après avoir signé des accords parce qu'il ne signe jamais un accord sous pression. Oui. Il n'y avait pas de pression en son temps. Aujourd'hui, vous êtes certainement en contact avec les autorités en charge de la santé. Alors, quel est l'état d'avancement de vos discussions par rapport à la question, disons, aux différentes questions que vous avez posées? Voilà, nous, en fait, ce n'est pas l'état d'avancement qui nous intéresse le plus, c'est, disons, les actes. Parce que là, vous êtes radicaux. Non, ce n'est pas un problème de radicalisation, parce que pour ce qui est, disons, de l'élection, mais qu'ils nous disent à quand on va convoquer cette élection, disons, le comité électoral, quand est-ce qu'on va convoquer. S'il s'agit du statut du personnel, ça ne demande qu'une signature de Monsieur le Président de la République. Oui, mais là, quand même, ça avance parce que le dossier est dans le circuit. Le dossier, il a été toujours dans le circuit. Ce n'est pas un point positif. Il n'a jamais quitté le circuit, ce dossier-là, parce que 2003, Madame Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé à l'époque, était là. C'est elle qui avait commencé, disons, les premières études, les premières, disons, rencontres sur le statut. Et on avait un consensus en 2003. Elle a eu le temps de quitter. Mais 10 ans après, à chaque fois, on nous dit c'est à l'inspection générale d'État, souvent c'est au niveau, disons, du comité technique, ou bien bon, c'est au Conseil des ministres, bon, on tarde à convoquer, etc. Donc on a, 10 ans, on a tellement attendu, bien sûr. Vous avez été très patient. Alors que c'est bien sûr, trop patient même, parce que la loi hospitalière, c'est en 1998 qu'on l'a votée, n'est-ce pas? Et c'est cette loi qui prescrit ce statut du personnel.
parce que les hôpitaux ont changé de physionomie, ils sont devenus des entreprises qui ne créent pas de la richesse, mais qui équilibrent ses comptes. Donc, chaque hôpital doit équilibrer ses comptes. Et on réclame, disons, au personnel un comportement d'entreprise, alors qu'ils n'ont pas ce statut d'entreprise. Alors que ce statut-là règle énormément de problèmes. Parce que d'abord, la question de l'unicité du commandement, c'est un problème extrêmement important. Un hôpital ou bien une entreprise où le directeur ne commande presque personne, mais ça pose problème. Il y a aussi la question des volontaires. Ce combat-là, comment vous comptez le mener pour obtenir gain de cause? Quels volontaires? Les volontaires de la santé. Vous parlez des bénévoles? Qui font l'essentiel du travail dans les régions et dans certains hôpitaux. Donc, pour ce qui est des bénévoles, l'État avait trouvé, donc, disons, une solution. C'est avec l'acte 3 de la décentralisation. L'État nous avait dit que les compétences sont transférées avec davantage de moyens. Et ensuite, il y a le statut du personnel municipal. Donc ça règle, disons, d'abord, les collectivités locales n'avaient pas le cadre légal, mais avaient des ressources, même si c'était des ressources un peu insuffisantes. Aujourd'hui, que les ressources sont plus abondantes, parce que c'est eux qui l'ont déclaré, et qu'ils disposent maintenant d'un cadre légal, c'est-à-dire le statut du personnel municipal, il n'y a pas de raison qu'on ne recrute pas. Là, il n'y a pas de problème alors? Non, particulièrement. Il se pose un problème de l'effectivité, disons, du recrutement de ce personnel-là. Oui. Autre chose, la loi d'orientation sociale, elle est là. Où en est-on avec l'évolution de cette loi? Voilà, la loi là, pour rappel, c'est nous qui nous sommes battus pour l'organisation d'assises nationales sur l'action sociale. À l'issue de ces assises, on a eu donc ces recommandations phares, dont la loi d'orientation sociale et la loi d'orientation familiale. Bon, pour rappel aussi, c'est en 2010 que cette loi a été votée, en 2010. Alors, il aura fallu attendre 2012 pour que son Excellence Macky Sall signe le décret d'application portant sur la carte d'égalité des chances et les commissions spécialisées. Mais 2012, on est en 2015. 3 ans durant, on ne voit pas la carte. En tout cas, je ne peux pas dire rien, mais en tout cas, les handicapés ou les personnes en situation de handicap ne disposent pas de cette carte d'égalité des chances. Mais finalement, qu'est-ce qui est appliqué au regard de ce que vous êtes en train de dire, les différents points que vous avez énumérés? Au bout du compte, rien n'est fait. En tout cas, il y a eu le relèvement de niveau de recrutement avec, disons, quelques conséquences à travers, à savoir la logique de la LMD au niveau de l'INDSS. Donc, on a, disons, mis en extinction le corps des aides sociaux. Ensuite, maintenant, tous ceux qui étaient formés, à savoir les sages-femmes et les infirmiers d'État avec le niveau du BFC ou le niveau du BFM. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de faire une formation en ligne. En tout cas, il y a une première cohorte qui a commencé une formation en ligne pour harmoniser. Bon, en dehors de cela, il y a, disons, au niveau de l'INDSS, les frais, disons, de mémoire qui sont portés à 600 000, de 200 000 à 600 000. Bon, en tout cas, en gros, bon, il n'y a pas grand-chose sur cette question. Oui, et tout n'est pas mauvais. Il y a la couverture maladie universelle. L'État a quand même fait des efforts sur ce plan avec cette belle initiative. On peut la qualifier ainsi, non? Bien sûr, c'est une belle initiative. D'ailleurs, on en avait fait un thème de congrès en 2012. Et c'est Mme Eva-Marie Colsey qui a présidé ce congrès, disons, du SUTSAS. Donc, on en a fait un thème de congrès. Donc, la couverture maladie universelle est un levier du socle de protection sociale. C'est comme ça qu'on l'avait intitulé. La façon dont elle est appliquée vous satisfait? Voilà, non, nous allons continuer nos approches critiques parce que sur le plan du financement, on attend encore parce que c'est des financements partiels ou parcellaires. Il y a 3 dispositifs aujourd'hui qu'on est en train de dérouler. Donc, la gratuité des enfants de 0 à 5 ans, plus le plan Sésame et le dispositif qui concerne les personnes indigentes, vulnérables ou indigentes. De ce point de vue, ils sont en train de dérouler. Alors, le financement devait être un financement holistique parce que si la perspective, c'est de faire en sorte que les populations disposent de soins de qualité 24 heures sur 24 heures, quel que soit l'endroit où les malades se situent dans le territoire. Vous voyez ce que ça fait comme perspective. Donc, ce n'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, ça on le sait très bien. Mais pour le moment, donc sur les ressources humaines, il y a des efforts qui ont été faits, mais sur le financement, ça traîne encore. Sur les équipements aussi, on attend encore de voir. Mballo Dia-Thiam, la situation des hôpitaux sénégalais n'est pas des meilleures. Oui. Comment le SUTSAS prend cette question en charge?
Oui, de tout temps, parce que nous étions battus d'abord pour l'humanisation des hôpitaux. Alors, l'État nous a proposé une loi hospitalière, parce que l'État, en son temps, l'État nous a proposé, disons, ce qu'on appelle la réforme hospitalière. Mais malheureusement, l'État n'a pas accompagné la réforme hospitalière. Les projets d'établissement ont été très peu financés. Le statut de personne, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, de ce point de vue, le budget consolidé d'investissement n'est pas disponible parce que c'est ce qui permet aux hôpitaux, disons, de disposer d'un plateau technique de leur choix. Alors, vous voyez qu'il y a un défaut d'accompagnement de cette loi hospitalière. Ce qui fait que nos hôpitaux sont des mouvoirs quelque part. Les subventions aussi ne sont pas données au prestataire des charges. Il n'y a aucun critère pertinent d'allocation de ces subventions. Conséquence, il y a des subventions qui ne couvrent pas les charges et on est dans des déficits d'exploitation. Et en déficit, on est, disons, dans un cycle infernal de dette hospitalière. Oui, alors, et la dette hospitalière, elle est à 5 milliards de francs CFA. Oui. Alors, est-ce que vous avez espoir que cette question sera bientôt réglée avec le gouvernement? En tout cas, depuis 2009, on l'avait estimé à 15 milliards. Et nous pensons que tant qu'on n'agit pas sur les mécanismes de formation de la dette, on va encore tourner en rond. Bon, d'autant qu'on n'avait pas compris. Et donc, en lieu et place, disons, de l'apurement de la dette hospitalière quand on démarrait la CMU, donc on propose 5 milliards, disons, pour la couverture maladie universelle. Or, nous pensions qu'il fallait d'abord solder les comptes, à savoir apurer la dette hospitalière, qui était un engagement du gouvernement, avant, disons, de penser à faire autre chose. Alors, donc, on est encore à mi-chemin. Oui, nous allons parler de d'autres projets, comme la loi sur la transfusion sanguine et puis la loi aussi sur la transplantation rénale. Alors, ça, on n'a pas encore d'application, ça traîne encore. Qu'est-ce que le SUTSAS en dit? Oui, le SUTSAS a mis ces lois dans sa plateforme, dans le chapitre institution, les questions d'ordre institutionnel. Et de ce point de vue aussi, pour la loi sur la transfusion sanguine, donc il y a quelques études qui ont été faites là-dessus. Nous pensons qu'elle n'est pas peut-être loin de l'Assemblée nationale. En tout cas, ce qui devait être fait a été fait parce que j'étais au centre de transfusion sanguine en son temps quand on initiait le projet de loi. Bon, pour ce qui concerne maintenant, disons, les autres lois concernant la médecine traditionnelle, aussi, ça en fait partie pour sa réglementation. On est encore là. La loi est allée, je pense, une fois à l'Assemblée et retournée, mais nous ne pensons pas qu'elle soit votée jusqu'à présent pour ce qui est de cette loi. Maintenant, les autres lois sur la transplantation d'organes et sur le don d'organes, là aussi, c'est un accord avec le gouvernement. Le gouvernement, donc, n'a pas encore fait grand-chose là-dessus. En tout cas, on attend. Oui, il y a quelque temps. Parce que tant qu'une loi n'est pas votée, donc on ne peut pas parler de... C'est clair. Ouais. Il y a quelque temps, on a parlé de sanctions contre le personnel de santé au niveau des urgences qui ont peut-être des comportements négligents jusqu'à ce que ça aboutisse à des situations indésirables. Comment vous appréciez ces décisions annoncées par les autorités sanitaires, à savoir même la radiation? Nous approuvons ces décisions-là et nous condamnons tous ces actes qui vont à l'encontre, disons, d'un bon accueil. Nous sommes là, les malades sont des clients, on leur doit un accueil. Maintenant, il faut aller voir derrière, disons, ce mauvais accueil. Il y a souvent des problèmes d'éducation que la structure ne règle pas. Il y a aussi les responsables de la structure qui doivent veiller sur le personnel, sur le comportement du personnel. Mais aussi, quelque part, aussi, c'est pas lié seulement à un mauvais accueil, mais c'est un problème, disons, d'infrastructure. Parce que ce n'est pas un problème conjoncturel souvent, c'est un problème d'ordre structurel. Parce que quand on a trop de malades alors qu'on a très peu de spécialistes, très peu d'équipements, c'est que la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre, disons, est très inférieure à la demande, vous voyez ce que ça fait. C'est la spéculation, c'est, disons, tous les comportements. Mais nous les bannissons, nous ne les aimons pas. Ceux qui le font ne doivent pas être parmi nous. Balodia Thiam, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. À vous, Pape Cheikh. Retrouvez demain Mamoudou Ibra Kane sur ce même plateau.